accepté aucune démarche visant à la spoliation de la communauté africaine de France. Dans ces conditions, pour ma part, je réponds pied à pied. France 24 et RFI, auxquels je n'ai jamais demandé une émission, je ne suis jamais allé les chercher, sont venus ici, à la maison. En 2023, avec mon accord, ils sont venus et ils sont restés 3 heures de temps ici chez moi. Ils m'ont interviewé ici dans ce bureau pendant 3 heures de temps. Ils ont posé toutes sortes de questions. Ensuite, ils sont allés faire un reportage dans lequel ils ont voulu me présenter comme un agent de la Russie. Mal leur en a pris. Parce que toutes les questions qu'ils m'ont posées, toutes les réponses que je leur ai données, je les ai enregistrées. J'ai le droit d'enregistrer les questions qu'on me pose et les réponses que je donne. Oui ou non? Puisque ce sont mes paroles. C'est moi qui réponds, non? Donc moi, quand je rencontre un journaliste, quel que soit son groupe de presse, je le préviens. Mes propos, moi, je les enregistre. Les questions que vous me posez, je les enregistre aussi. De telle façon que il vous sera mathématiquement impossible de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Vous comprenez? Et je donne ça, ce témoignage devant les Africains, pour qu'ils apprennent à se comporter en individus souverains, devant qui que ce soit sur la terre. Des journalistes veulent vous interviewer. Vous les prévenez. 1. Je veux la garantie que les propos de moi que vous allez publier me seront présentés avant la publication. Moi, par exemple, là, avec France Télévisions, ils m'ont donné une lettre signée, disant qu'avant de publier leur documentaire, ils vont soumettre à mon appréciation les extraits de notre interview qu'ils ont sélectionné pour que j'atteste moi-même avoir ou non dit cela. Avant de publier. Si je ne suis pas d'accord en disant je n'ai pas dit ça, je ne veux pas de ça, ça ne sort pas. Avec nos amis de France 24 et RFI donc en 2023, qui croyaient sans doute être plus malins que moi, quand même un homme qui a dépassé un demi-siècle. Astaghfirullah. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Et puis moi, les histoires de le journalisme politique, le militantisme politique, la lutte politique, la révolution, le conseil politique, la stratégie, je suis dedans, matin, midi et soir. Qu'est-ce que vous allez pouvoir inventer comme facétie, comme ruse, pour venir me faire dire ce que je ne veux pas dire? Il faut vraiment que ce jour-là, le Seigneur m'ait abandonné, mes ancêtres angélisés aussi. Et que l'intelligence que j'ai acquise par l'éducation de mes maîtres et par mon propre travail, que tout cela flanche. C'est difficile d'obtenir un tel effet. Alors ils sont venus là, ils ont posé toutes sortes de questions. Après, ils s'en vont essayer de sortir certains de mes propos de leur contexte pour me présenter comme un agent russe. J'ai publié les 1h55. 1h55 de questions qu'ils m'ont posées et toutes les réponses que j'ai données. Oui ou non? Bon, donc, quand France Télévisions a décidé, a proposé de venir m'interviewer, ils ont aussi souhaité venir ici à la maison. Je leur ai dit franchement, j'ai déjà accueilli France 24 et RFI ici. Après, ils ont essayé de retourner mes propos contre moi et de me présenter comme un agent russe. Donc, je n'ai plus confiance en vous. Je ne peux plus vous accueillir chez moi. Réservez un espace neutre dans la ville de Rouen, je viendrai vous répondre là-bas. Avec mon équipe à moi. Parce que je me déplace en équipe. Ce sur quoi ils sont tout à fait tombés d'accord. Il n'y a vraiment pas eu de difficulté du tout. Ce sont eux qui ont réservé l'espace. Je suis venu avec mon équipe. Ils ont installé leurs machines pour me filmer. Et j'ai installé mes machines pour enregistrer tout ce que je leur dis. Ça s'est fait vis-à-vis. S'ils n'étaient pas d'accord, je disais, il n'y a pas d'interview, je rentre chez moi. Donc, ne vous inquiétez pas, vous qui êtes assis là sur les réseaux sociaux en Afrique. Moi, quand je rencontre des journalistes, ils partent avec ce que j'ai dit. Et moi-même, je filme ce que j'ai dit. Et comme ils m'ont filmé, je me filme avec eux. Et je garde aussi leurs photos, comme ils gardent mes photos. Et quand ils s'en vont, je leur dis, tant pis pour vous, si vous essayez de me faire dire ce que je n'ai pas dit, puisque moi, je possède tout ce que j'ai dit. Vous comprenez? Donc, pendant que je leur répondais là, moi aussi, mes machines étaient ouvertes. Tout ce qu'ils m'ont posé comme question, j'ai enregistré. Tout ce que je leur ai donné comme réponse, j'ai enregistré. Donc, comment ils vont faire pour me faire dire ce que je n'ai pas dit, puisque moi-même, je possède tout ce que j'ai dit. Voilà la règle avec eux. Ne jamais jouer un jeu dans lequel ce sont eux qui sont les maîtres du jeu.
Il faut que l'information soit équitablement partagée et maîtrisée par l'intervieweur et l'interviewé. Maintenant, ils sont venus m'interviewer pour un documentaire, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas reproduire dans leur documentaire les plus de 2 heures de conversation que nous avons eues. Ils vont prendre des extraits, ça ne me dérange pas, à condition que ce soit des extraits originaux. Parce que ce que je dis, je l'assume. Ce que j'ai dit devant eux, c'est ce que je dis souvent ici devant vous. C'est ce que je dirais devant n'importe qui. Donc moi, je n'ai aucun problème avec le contenu de ce que je dis, parce que je m'efforce, conformément à la réputation que vous me connaissez, d'être sans cesse le docteur des preuves. Donc ne vous inquiétez pas, je possède toute l'interview. Je possède tout cela en vidéo. Mon service de communication, mon équipe était avec moi. Donc, je voudrais remercier les journalistes de France Télévisions pour leur professionnalisme pour le moment, en attendant de voir le documentaire et la manière dont ils vont le tourner, qui devrait s'intituler « Divorce. Quelles sont les causes du divorce entre la France et l'Afrique » Bon, ils ne m'ont pas posé cette question, mais la France et l'Afrique ne sont pas mariées. Donc pour moi, il n'y a pas de divorce. Il y a un désaccord et un conflit de perspectives géopolitiques, géostratégiques et cosmopolitiques. Bon, enfin, mais c'est ça leur documentaire. Et leur perspective, c'est d'écouter les différentes voix, pas simplement celles qui parlent et qui répètent la dictée du gouvernement. Et ils ont demandé à savoir ce que je pense, parce qu'ils savent que je suis un intellectuel panafricaniste, que je suis par ailleurs citoyen français, et que j'ai la capacité de comprendre les 2 points de vue, et de former un jugement critique qui transcende les barrières de la mer Méditerranée. Donc, ils sont venus et m'ont posé toutes les questions qu'ils voulaient. J'ai répondu de toutes les façons que je voulais. Ces questions portaient sur les causes de la rupture qui s'aggrave au jour le jour entre la France et les pays africains. Et ils souhaitaient avoir mon point de vue sur les solutions possibles, mais également mon point de vue sur les puissances rivales, concurrentes de la France en Afrique. Vous connaissez la bête noire, la Russie. Alors, on ne m'a pas loupé avec la question, il y a une question très marrante, c'est est-ce que vous avez rencontré Prigojine quand vous êtes allé en Russie en 2023? Alors, moi, je leur dis que je suis allé en Russie en décembre, mais il semble que Prigojine soit mort avant. Donc, pour que je l'ai rencontré, il faudrait peut-être que moi-même j'ai rejoint le pays des morts et qu'on fasse l'hypothèse que l'âme est potentiellement immortelle et que dans les régions du monde invisible, M. Prigojine et moi aurions vocation à être logés à la même enseigne. Donc, c'était assez marrant les questions qu'il pose. Ah, voilà, il y a une présence russe massive en Afrique. Par exemple, la présence de Wagner. Je leur ai dit, mais écoutez, mais regardez ce que le général Didier Castres a avoué devant la commission parlementaire de l'Assemblée nationale française. Il a avoué que la compagnie de mercenaires français Géos était désormais le gestionnaire exclusif du port d'Abidjan et qu'elle allait transformer ce port d'Abidjan en une zone justement pour des armées mercenaires. Il l'a dit. Et je vous donne la date, le 7 février 2024, devant la commission de la défense et des armées de l'Assemblée nationale française. Non, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne scandalisez pas qu'une compagnie de mercenaires français ait possédé carrément tout le port d'Abidjan et veuille contrôler désormais l'aéroport et toute la région de l'Homo Nord? Ça vous fait pas mal? Vous devriez avoir honte de venir chanter dans nos oreilles « Wagner, Wagner, Wagner ». On n'en a rien à foutre. Ça ne nous intéresse pas. Ne nous prenez pas pour des cons. Les Africains vont aller désormais dans le monde avec qui ils veulent. On ne vous demandera jamais plus la permission. C'est terminé. L'Afrique à papa. Voilà comment je leur parlais. C'est terminé. Ne venez pas me dire pourquoi vous êtes allé en Russie. C'est mon problème. Quand demain je vais aller en Iran, je vais aller à Cuba, ou même en Corée du Nord, c'est mon problème. Ce n'est pas votre problème. Les Africains ne sont l'objet et la propriété de personne. Ils sont l'objet et la propriété de personne. Ils vont avec qui ils veulent. Comme vous, d'ailleurs. Comme vous. Nous sommes comme vous, simplement des êtres humains. Donc, ils sont vraiment venus avec cette ambition-là. Bon, le panafricanisme, est-ce que ça va tenir? Est-ce que c'est quelque chose de sérieux? J'ai répondu à chaque fois en apportant vraiment autant que possible les informations, les analyses, les arguments qui peuvent aider une honnête citoyen, français, à comprendre la lutte africaine. Parce que ici, il ne faut pas oublier que notre pédagogie s'adresse aussi aux peuples européens
Elle s'adresse aussi aux peuples occidentaux. Ces peuples nous connaissent très mal. Et si nous sommes essentiellement dans la posture de la colère, ils vont rater l'occasion de comprendre qui nous sommes en tant qu'Africains et ce que nous voulons. Il faut, dans ces moments-là, faire preuve de pédagogie. Je n'ai pas hésité. Nous avons eu une conversation amplement cordiale. Ce n'était pas tendu sur tous les sujets. Mais chaque fois qu'on a voulu se positionner dans une attitude consistant à dire aux Africains ce qu'ils doivent faire, votre serviteur a été intraitable. Par exemple, ils ont dit, voilà, les régimes du Sahel ne sont pas des démocraties. Et on leur a dit, qui vous a dit que nous, on veut être des démocraties en Afrique? Je leur ai posé la question, qui vous a dit que les Africains courent encore après la démocratie? Mais l'entourloupe de M. Mitterrand avec son fameux discours de la Baule en juin 90, c'est du passé. Les Africains, maintenant, s'orientent au-delà de la démocratie. Ils s'orientent vers la tradition africaine. Ils s'orientent vers l'expérience africaine pour construire l'état de droit africain. Votre chantage, votre propagande à la démocratie et aux droits de l'homme ne passe plus en Afrique. On ne cherche même plus une validation d'un régime politique africain par une puissance occidentale. Commencez déjà par régler le problème des 12 monarchies que vous avez en Europe, avant de venir tenter d'enseigner aux Africains votre soi-disant démocratie à laquelle vous ne croyez pas vous-même. Regardez la crise politique dans laquelle la France se trouve. Le nouveau Front populaire est en tête des législatives. Le président de la République ne veut pas le laisser désigner son Premier ministre. C'est vous qui allez enseigner la démocratie aux Africains? Vous avez un roi en Belgique, un roi en Angleterre, ils ont été élus. Ils sont élus. Les 12 rois d'Europe, là, ils sont élus. Non, ils sont des monarchies constitutionnelles. Je dis, madame, vous ne pouvez pas m'enseigner ça. Mais ce ne sont pas des démocraties. Si vous appelez démocratie un régime dans lequel il y a un roi, dites-moi pourquoi les Français ont coupé la tête du roi. Mais pourquoi les Français ont-ils coupé la tête du roi? Moi, je suis devenu citoyen français en m'inspirant des révolutionnaires, ceux qui ont coupé la tête du roi. Pour dire, il n'y a pas quelqu'un qui est né pour commander aux autres toute sa vie durant. Ce n'est pas vrai. Je suis d'accord avec les révolutionnaires. Je suis d'accord avec ceux qui ont lutté contre les nazis, lutté contre les fascistes. Je me sens héritier des Africains qui ont contribué à libérer la France. Alors, vous venez me parler des 57 soldats français morts au Mali, morts pour lutter contre le terrorisme. Je tiens d'abord à vous dire que personne ne s'est jamais moqué d'un seul de ces soldats. Parce qu'en plus, ils sont des victimes de la politique étrangère de la France. Mais attention, ne nous parlez pas de ça parce que les Africains, eux, ils sont morts par millions. Par millions, les Africains sont morts pour la libération de la France. Vous ne pouvez pas nous comparer 57 soldats français tombés à des millions d'Africains morts pour la France. Nous sommes en Normandie, rien qu'en allant au centre-ville, je trouve une place où il y a une centaine de soldats africains qui avaient été faits prisonniers par les Allemands et qui ont été exécutés de façon atroce et raciste, alors même qu'ils ne combattaient plus. Ils étaient venus libérer les Français. Comment voulez-vous qu'un Africain qui a cette conscience historique puisse baisser les yeux quand il vous regarde? Non, là j'ai été précis, hein, et j'ai la trace de tout ce que je vous dis. Hein. Je leur laisse le temps de préparer leur documentaire et de le sortir, mais moi, je possède des éléments dont je pourrais nourrir régulièrement l'opinion africaine. Mes réponses à moi. J'en fais ce que je veux. Vous comprenez? Mais je leur ai répondu. Bon, donc, finalement, ce qu'il faudrait peut-être, c'est... il faut voir quelles sont les solutions. Je dis, mais les premières solutions, c'est qu'on s'entende sur la vérité. Oh non, ce n'est pas le temps qui a amené le terrorisme en Afrique. Je dis, mais qui a détruit la Libye? Qui a bombardé pendant 6 mois la Libye? La journaliste veut bégayer. Je dis, madame, vous savez qui a bombardé pendant 6 mois la Libye? C'est l'OTAN, c'est les États-Unis d'Amérique de Obama, la France de Nicolas Sarkozy, de Nagui Bokcha, et la Grande-Bretagne de David Cameron. Et ce sont eux qui ont armé Al-Qaïda et l'État islamique, qui se sont ensuite attaqués au Sahel. On dit, oh, vous avez des preuves de ça? Ce que vous dites est très grave. Hein? Vous fermez les possibilités du dialogue en disant ça. Je dis, madame, calmez-vous. C'est ce qu'a dit le président Emmanuel Macron. Dans une interview délivrée en juin 2017 au journal Le Figaro. Le président Emmanuel Macron en personne a dit ceci. Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États africains faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Fin de citation. Je dis,
notez bien que c'est ce que M. Macron a dit, et c'est écrit dans Le Figaro, juin 2017, interview phare du président Macron. Vous voyez, les Africains m'appellent le docteur des preuves, parce que quand je dis quelque chose, j'ai les preuves. Ah oui, mais vous ne pouvez pas dire que la France a financé le terrorisme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est une enquête d'un organe officiel de presse française qui s'appelle France 24. Elle a été publiée le 30 juillet 2014. Elle est intitulée « La France, première banquière des djihadistes au Sahel ». Première banquière. Et que le mécanisme pour financer les groupes terroristes, c'est de leur payer des rançons avec lesquelles ils achètent des armes et embauchent des combattants. Et cela a été révélé par un officiel américain, David Cohen, sous-secrétaire américain aux affaires étrangères. Il a dit que les services américains avaient enquêté et que c'était l'argent des puissances européennes qui servait au financement du terrorisme. Et que rien qu'en 2014, on avait reconstitué 200 millions de dollars payés aux groupes terroristes au Sahel, sous couvert de rançon. Alors je voyais la journaliste Alexandra Jousset en particulier qui était très gênée par tout ça. Oui, mais ça prouve qu'il y a donc la liberté d'expression et de presse en France. Je dis, si cette liberté était respectée, je ne serais pas persécuté. Je suis désolé. Moi, j'ai des preuves que cette liberté n'est pas respectée. Mon seul cas suffit. Et puis j'ai vu des déclarations des syndicats de journalistes français se plaignant de l'intrusion de l'exécutif dans leurs affaires. Ça vous a échappé, madame? Ah oui, c'est vrai. Mais justement, je peux vous garantir que nous travaillons librement. Je dis, madame, je ne vous crois pas. Si vous travaillez librement, eh bien, il n'y aurait pas des syndicats de journalistes qui protestent contre le gouvernement quand celui-ci veut que le journaliste d'État, le journaliste public français, participe à la guerre informationnelle contre les panafricanistes. Le président Macron, rencontrant les députés, pardon, pas les députés, les ambassadeurs, le président Macron a publiquement demandé au groupe public de presse, France Média Monde, France Télévisions, il a demandé que tous ces journalistes adhèrent à sa stratégie de guerre communicationnelle contre les panafricanistes. Est-ce que c'est le rôle de la presse publique de servir d'outil de propagande à un gouvernement passager, fragile et éphémère? Est-ce que c'est le rôle? Non, je lui ai posé la question à Madame Alexandra Jousset. Je lui ai dit non. Ça ne marche pas comme ça. Moi, vous avez affaire à quelqu'un qui maîtrise ses dossiers. Ensuite, ils se sont intéressés à mon expérience, qu'est-ce qui m'est arrivé en termes de persécution politique. Je leur ai raconté tout ce qui m'est arrivé depuis 2021 et je leur ai expliqué que moi j'ai toujours écrit des livres, donné des conférences dans lesquelles je disais la même chose, personne ne me persécutait en France. Tout d'un coup le président Macron arrive, il arrive avec Jean-Yves Le Drian, il arrive avec Sylvain Ité, il y a tout ce monde-là qui débarque à la tête des affaires étrangères de la France, et puis on commence à me persécuter. On utilise le pouvoir administratif pour me persécuter. Même quand les syndicats se mobilisent pour empêcher qu'un conseil de discipline me punisse, on me tombe dessus à bras raccourcis, on me fait toutes sortes de punitions, de privations, de menaces, etc. Je dis, mais écoutez, moi j'ai